Je ne vais pas rester, mais non, je vais rester. Alors, si vous voulez bien, on va commencer cette séance. Quand les derniers élèves du fond de la classe voudront bien prendre place sur des sièges, on va peut-être commencer cette séance un peu particulière puisque on est entre Égypte et Nubie ancienne, Soudan, et donc c'est un plaisir pour moi d'introduire Séverine Marchi. Alors, qui est toujours membre de l'UMR 8067 Orient et Méditerranée à Paris, où elle est donc chercheuse du CNRS, et qui est actuellement à l'IFAO, en repli par rapport à la position qu'elle devrait occuper au Soudan, puisqu'elle est la directrice de la CEFDAS, qui est l'organisme de recherche français au Soudan, et qui malheureusement a dû quitter le Soudan suite aux événements et à la guerre civile qu'il y a actuellement dans le pays. Séverine, depuis quelques années, est la directrice d'un des chantiers les plus importants que l'on ait au Soudan. C'est le chantier de Kerma-Doukigel, qui a été longtemps dirigé par Charles Bonnet avec l'aide de Dominique Valbel. Et vous allez voir qu'il s'agit d'un site extrêmement particulier, extrêmement impressionnant, puisque l'on a des vestiges architecturaux tout à fait exceptionnels. On ne peut pas dire autre chose. On a à la fois la présence de différentes périodes de la culture donc de Kerma, qui est très présente, et puis les intrusions égyptiennes dans cette région, où l'on a également la construction de temples égyptiens. Et vous allez voir que l'architecture qui a été mise au jour ces dernières années, en fait, notamment sur le site de Doukigel, est extrêmement spectaculaire, avec des formes tout à fait insolites, et que l'on peine d'ailleurs encore à interpréter. Et je pense que ma collègue restera d'ailleurs relativement prudente sur l'interprétation de ces vestiges. Voilà, je ne parle pas la parole plus longtemps, et je lui laisse tout de suite donc le micro pour qu'elle puisse vous présenter ce site de Kerma-Doukigel. Merci beaucoup, Pierre. Merci en premier lieu à toutes les équipes de l'IFAO qui, encore une fois, m'accueillent dans le cadre de la CEFDAS, nous accueillent avec ma collègue de la section française de la Direction des Antiquités du Soudan. Merci pour cette opportunité de vous présenter ce site incroyable de Kerma-Doukigel. Alors, ça tombait bien, 1975-2025, on va dire qu'on va peut-être fêter les 50 ans cette année de cette mission conjointe suisse-franco-soudanaise. Et ici, je me fais le relais de l'ensemble de l'équipe avec laquelle je travaille, donc cette mission conjointe sans qui on n'aurait pas pu travailler aussi longtemps, et sans lesquels également il serait difficile de continuer compte tenu de la situation actuelle au Soudan et de cette guerre dont vous a parlé Pierre. Donc je me fais donc le relais de cette équipe, et donc 50 ans de découverte, 50 ans de rencontres, et aussi de rebondissements géopolitiques, une révolution en 2019, une épidémie de Covid en 2020, et maintenant cette guerre qui touche de plein fouet le pays, qui a fait des milliers de disparus, des millions de personnes déplacées dans le pays et à l'extérieur du pays. Et je tiens quand même à dire que voilà, je leur dédie à tous ces Soudanais qui sont loin de chez eux cette conférence également. Donc je vous propose une balade au pied de cette magnifique Defoufa, sur l'un des plus beaux sites archéologiques du Soudan. Nous ferons d'abord un état de la question des découvertes anciennes. Je vous parlerai également de la dernière campagne de fouilles qui a eu lieu en 2022, alors assez rapidement, et je vous présenterai aussi la manière dont nous rebondissons et dont nous essayons de contribuer à la protection et à la valorisation de ce site compte tenu des circonstances. Alors, je vais prendre le... Voilà, donc pour ceux qui seraient moins au fait de la position de ce site géographiquement, voilà où se situe Doukigel, donc sur la rive droite du Nil, dans la région de Shimaliya, donc le territoire du Nord au Soudan. Le site se situe à
peu de distance de la troisième cataracte, donc en amont de la troisième cataracte du Nil, et à peu près 600 km de Khartoum, en ligne droite, hein, après avoir traversé le désert de la Bayouda et longé le Nil, passé Dongola, la capitale, on va dire, de la région, pour atteindre le site. Ce site de Kerma-Dukigel donc, était dans l'Antiquité la capitale du royaume de Kouch, du royaume de Kerma, qui se développait sur excusez-moi. J'ai un petit problème avec le... Ah, pardon, voilà. Donc, Kerma était la capitale d'un royaume qui s'étendait de la 5e cataracte, ici, jusqu'à la 1re cataracte. C'est un point de, disons, une ville stratégique qui occupait une position stratégique dans la région, à la confluence de routes commerciales importantes qui reliaient le Soudan, le sud du Soudan, la Méditerranée, la mer Rouge et les zones de l'ouest de l'Afrique, donc Darfour, Kordofan, Darfour et plus loin le Tchad et l'Afrique de l'Ouest. Donc les relations avec notamment, les relations le long de la vallée du Nil avec l'Égypte sont bien sûr très, très bien connues et bien documentées aussi par les Égyptiens eux-mêmes. Je vous rappelle que pendant le royaume de Kerma, les populations Kerma n'écrivaient pas, donc nous n'avons pas de texte pour ces périodes. En revanche, les Égyptiens connaissent bien la Nubie et la décrivent très bien les relations entre ces deux pays, entre ces deux régions, qui sont des relations à la fois commerciales et conflictuelles. On connaît également des liens entre le royaume de Kerma et la partie sud-est de cette zone ici, vers l'Éthiopie et l'Érythrée, notamment par des découvertes qui ont été faites à Kassala, dans la région de Kassala. Et sur certains des sites, nous avons trouvé, les équipes italiennes notamment qui travaillent dans cette région ont trouvé du matériel Kerma qui atteste les relations avec cette région. Pour ce qui est des relations avec l'ouest du Soudan, les prospections qui ont été réalisées il y a une vingtaine d'années dans le nord du Kordofan, qui sont, avant la guerre, qui étaient aussi poursuivies par une équipe allemande. Donc, il y a 20 ans, c'était une équipe de l'Université de Lille qui a travaillé dans cette région, n'ont pas mis en évidence d'éléments matériels liés au royaume de Kerma. En revanche, la région, les zones sont densément occupées aux mêmes périodes, mais par des populations différentes. À Kerma même, nous n'avons pas non plus trouvé d'éléments matériels, d'artefacts provenant directement, attestant directement la relation. En revanche, vous verrez que pour ce qui est de l'architecture, on a quand même des éléments très troublants, et notamment par le fait que dans cette zone du Kordofan, on a mis en évidence de grandes villes circulaires, et vous allez voir qu'à Kerma, notamment pour les périodes du Kerma classique, c'est un élément très, très important. Alors, je vais vous montrer ici rapidement à quoi ressemblent les concessions. Donc, il y a 2 concessions archéologiques actuellement. La première concession qui comprend la ville de Kerma, le site de Dukigel, plus des éléments qui ont été découverts, on va dire fortuitement, pendant des fouilles de sauvetage dans la ville. Donc, cette ville de Kermal Balad, Kermal Nouzol, la ville actuelle. Vous avez ici une zone qui a été interprétée comme une zone portuaire, une tombe, ici une grande tombe qui est une tombe de l'un des derniers rois de Kerma, et également des nécropoles dans lesquelles ont été retrouvées des tombes méroïtiques, de l'époque méroïtique, et des tombes égyptiennes également. Donc nécropole méroïtique et nécropole égyptienne. Et il y a également ici un habitat napatéen, d'époque napatéenne. Je vais revenir rapidement sur la chronologie après pour que vous ne soyez pas trop perdus. Donc, cet ensemble-là est la concession de la mission suisse franco-soudanaise de Kerma-Dukigel. Et vous avez ici la grande nécropole
de Kerma, donc des rois de Kerma et de la population Kerma, qui est une concession de la mission suisse au Soudan, dirigée par Mathieu Honegger, professeur à l'université de Neuchâtel. Donc voilà, les deux sites sont liés, bien évidemment. Vous avez l'habitat ici et les nécropoles ici. Donc, hormis les nécropoles tardives qui sont à proximité du site de la ville. Voilà pour l'ensemble. Donc, la ville de Kerma a été installée le long d'un bras ancien. Désolée, le pointeur. Ah, voilà. Je pense qu'il y a peut-être un problème de pile. Non. Ah voilà, ça marche. Super, pardon. Donc, pardon à moi. Donc, la ville s'est installée le long d'un bras ancien qui, en fait, cette ligne, vous voyez là, ce sont les habitations actuelles, mais elles se sont installées sur cette côte ici, sur ce bord-là. Et la nécropole se situe à environ 3 km à l'est de la ville. Voilà pour le petit résumé chronologique. Donc, le site de Kerma Dokugel est occupé pendant plus de 3 millénaires, entre 2500 pour la ville, 3500 avant Jésus-Christ pour la période pré-Kerma. Le pré-Kerma est en fait une occupation qui se situe dans la nécropole, dans la partie orientale, qui a été fouillée par Charles Bonnet et reprise par Mathieu Honegger. Donc la ville elle-même est occupée depuis le Kerma ancien, donc on est environ en 2500 avant Jésus-Christ, jusqu'au Kerma classique. Là je parle de la capitale, de la ville de Kerma, jusqu'à l'occupation égyptienne. Et la ville de Kerma est détruite au moment où les Égyptiens colonisent la région. En revanche, le site de Dokugel, lui, va être occupé, à notre connaissance, du Kerma moyen jusqu'à la période méroïtique. Donc vous avez ici quelques images, mais je vais y revenir, donc de la ville de Kerma et du site de Dokugel, plus quelques objets caractéristiques. Alors, la capitale Kerma, le royaume de Kerma, s'appuie sur un très important réseau de villages qui se situent dans le bassin de Kerma et dans le bassin de Kawa Dongola. Et vous voyez ici, je vous ai fait un petit résumé des prospections et des fouilles qui ont été réalisées par les équipes de l'Université de Lille, par les équipes de l'Université de Genève, par les équipes du British Museum, donc par l'équipe de Derek Welsby. Et vous voyez, tous ces petits points sont autant de petits villages qui étaient des lieux d'approvisionnement pour la capitale, approvisionnement en bétail, approvisionnement en denrées alimentaires. Alors, peu de ces sites ont été fouillés. Malheureusement, juste avant la guerre, l'un des sites de la région ici était en cours de fouille par une équipe anglaise. Bon, c'est en stand-by. Mais les villages de la région de Kadrouka, Gism Arba, ont été fouillés. Et on a pu mettre en évidence, alors je dis on parce que je faisais partie de cette équipe-là à l'époque, non pas de celle de Kerma, mais de celle de Gism Arba. Et on a pu mettre en évidence de l'habitat de type, on va dire, classique nubien, et des dizaines et des dizaines de greniers. En tout cas, vous voyez, ces éléments en pierre sont des bases de greniers qui servaient à stocker des aliments. Et je vous ai mis juste ici une image d'un grenier malien, d'un grenier d'Ogon, pour vous montrer à quoi pouvaient ressembler les greniers de Kerma à cette époque. Donc, des zones d'approvisionnement, des zones de stockage avant que les aliments, les denrées, le bétail soient envoyés à la capitale. Alors, pour revenir à Kerma, donc, je vous ai dit que nous avions commencé, enfin l'équipe suisse et puis suisse franco-soudanaise avait commencé en 1975, mais le site était déjà connu bien avant et il a été fouillé, notamment par cet archéologue américain que vous connaissez certainement tous, qui est George Reisner. Donc il a travaillé sur le site il a travaillé dans la nécropole. Il a fouillé les plus grandes tombes, les plus grands tumuli des rois de Kerma, donc
des tumuli énormes qui peuvent, pour les plus récents, peuvent faire entre 90 et 100 mètres de diamètre avec un matériel incroyable à l'intérieur, un mobilier incroyable à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon voilà, ça me porterait trop loin, mais cet archéologue a vraiment mis en évidence la culture Kerma et il a également fouillé dans la ville, notamment autour de ce bâtiment qui s'appelle la Defoufa. Donc Reisner à l'époque avait interprété comme un édifice lié à une colonie égyptienne, donc il pensait que c'était un monument égyptien. Et les travaux, donc il a fouillé autour de ce bâtiment, et vous voyez tous ces cônes de déblais sont les cônes de la fouille de Reisner. Donc il a vraiment tourné autour de la Defoufa. Et il a fouillé une partie des annexes qui sont ici. Au moment où Charles Bonnet, donc archéologue suisse, reprend la fouille en 1975, il va retravailler sur ce monument et prouver que ce monument en fait n'est pas un monument égyptien, mais bien un monument local, Kerma, et qui est en fait un lieu de culte, et non pas un monument, un palais ou un monument gouvernemental. Alors ce bâtiment, il est plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièce à l'intérieur. La seule pièce qui existe, c'est un petit corridor qui part ici, un corridor aveugle, qui était certainement destiné à des cultes dont on ne connaît que peu de choses finalement. Et la Defoufa est entourée d'annexes, d'annexes cultuelles, ici. Voilà. Donc en 1975, en 1975, c'est pour ça, parce que je suis un peu suisse aussi de temps en temps, j'ai la langue qui fourche. Donc Charles Bonnet, que vous voyez ici sur cette image, reprend la fouille et va réaliser une fouille extensive donc entre 1975 et 2002. Il va dégager de manière extensive la ville pour les 3 niveaux d'occupation qui ont pu être repérés, donc depuis le Kerma ancien jusqu'à la fin du Kerma classique, au moment où la ville est détruite par les Égyptiens et complètement abandonnée. Donc cette ville n'a pas été réoccupée, à l'exception de quelques tombes d'époque méroïtique, donc bien plus tardive. Sinon, la ville a été abandonnée. Ce qui a permis de dégager l'ensemble de l'occupation qui était entourée, donc c'est une ville qui est entourée par de puissantes fortifications. Je pense que je vous ai mis un détail ici, voilà. Donc cette ville était très protégée, cette capitale était très protégée. Protégée par des fossés qui étaient renforcés par des poteaux en bois et des masses de terre pour pouvoir créer des défenses. Des bastions semi-circulaires en briques qui peuvent être de taille très importante, de dimension très importante, je vous remontrerai après un détail, ou alors des fortifications en pierre locales, en grès ferrugineux local, comme vous voyez ici. Donc cet état en grès ferrugineux tarde de la période la plus récente de l'occupation Kerma, donc du Kerma classique. Ces fortifications, elles sont importantes parce que, comme je ne vous l'ai pas encore dit, et c'est une erreur, le royaume de Kerma est convoité par ses voisins égyptiens. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, Kerma gérait le commerce, l'approvisionnement en matières premières précieuses, en or, etc. pour l'Égypte. Et l'Égypte se fournissait auprès de Kerma. Et les Égyptiens ont toujours eu velléité de conquérir Kerma. Donc Kerma se protège et se protège par ses fortifications. Donc là, vous avez notamment des fortifications en terre. Je vous les montre parce que vous verrez, ça fait écho à ce que je vais vous montrer tout à l'heure pour le site de Doukigel. Ce sont des systèmes fortifiés en bastions circulaires, des sortes de masses de terre accolées les unes aux autres qui forment des remparts, des enceintes. Alors évidemment, la ville actuellement est très arasée, donc on a uniquement les fondations de ces fortifications, on n'a pas d'élévation.
Et vous avez également ici un autre type de fortification qui sont ces bastions semi-circulaires qui peuvent être en briques ou en terre. Ces fortifications, il fallait entrer dans cette fortification, dans ces enceintes de Kerma, et les différentes entrées qui ont pu être mises en évidence sont de ce type. Elles sont très étroites, très réduites. Celle-ci, par exemple, qui fait partie de la porte nord, ne fait que 75 cm de largeur. Donc, autant dire qu'on ne rentrait pas, même pas avec un chariot, hein, au mieux avec un âne. Ça permettait de contrôler toutes les ressources et les importations, tout ce qui entrait dans la ville, et aussi contrôler l'humain, évidemment. Donc toutes les portes sont très étroites. Ça, c'est une caractéristique très étroite, ou en chicane, avec des bâtiments qui ont été interprétés comme des postes de garde pour surveiller les arrivants. Pour ce qui est de l'habitat, donc autour du temple de la Defoufa, autour du temple principal, ont été mises en évidence plus de 250 maisons. Je vous en ai mis une ici. Donc, ce sont des maisons caractéristiques de l'architecture nubienne de cette période. Vous voyez une architecture très simple, hein, des maisons de 1, 2, voire 3 pièces, avec des cours communes et des zones de stockage, des éléments de stockage qui sont ces silos, hein, vous voyez ici. Voilà, donc là vous avez une reconstitution qui vous donne une petite idée de ce à quoi ça ressemblait. Alors si vous allez au Soudan, si vous avez déjà eu la chance d'aller au Soudan, vous vous souvenez probablement que l'architecture traditionnelle, elle ressemble beaucoup à ça, actuelle encore. Hein. Donc on est très proche de ce qui était construit à l'époque Kerma, encore actuellement. Alors, en plus de cet habitat traditionnel, vous avez des monuments un peu particuliers, comme ce grand bâtiment circulaire qui a été interprété comme une hutte dans laquelle se rencontraient les populations importantes. Donc c'est un bâtiment qui a été construit, édifié dès le début de l'occupation Kerma, dès le Kerma ancien, dès 2500 avant Jésus-Christ, et qui a été constamment reconstruit jusqu'à la fin de l'occupation, jusqu'au Kerma classique. À la fin, en lui ajoutant donc à la base, le bâtiment est en bois, comme vous voyez ici, et des maçonneries en briques ont ensuite été ajoutées. Donc je vous montre ce bâtiment parce qu'il fait également écho à ce que l'on va trouver à Doukigel. Alors les fouilles, comme je vous l'ai dit, se sont arrêtées en 2002. En revanche, des travaux ont été menés en 2018 au pied de la Defoufa, dans la zone des annexes du temple, ici, où avait été trouvé dans les années 80 par Charles Bonnet un four. Ce four en croix qui disposait de 8 canaux d'alimentation en air. Et ce four avait été interprété à l'époque comme un four de bronzier. Alors effectivement, c'est un four de bronzier, mais les études qui ont été menées en 2018, donc la fouille a repris en 2018, menée par Georges Verly et Frédéric Rademakers, qui sont des archéométallurgistes et archéomètres, ont repris la fouille de ce dispositif de cuisson et se sont rendus compte en fait que le four en fait était un four moule qui permettait de produire des plaques de bronze. Donc ce n'était pas un four de descirage comme on avait pensé, comme il avait été proposé au début dans les années 80, mais un four moule pour fabriquer des plaques, de grandes plaques en bronze, de 1,50 m de côté. Alors, en plus de la fouille archéologique, des analyses archéométriques, a été lancée une série d'expérimentations sur la plateforme expérimentale des mines d'argent de Mel, dans le Poitou, en France. Le four de Kerma a été reproduit à l'échelle 1,5. Et l'équipe d'archéométallurgistes a tenté à maintes reprises de reproduire ces plaques de bronze. Alors ça a été pas toujours un succès.
Les travaux sont encore en cours, notamment par l'étude des alliages, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il faut disposer d'un alliage très particulier pour pouvoir couler des plaques aussi importantes. Et le travail donc continue actuellement par l'équipe de Georges et Frédéric sur ce point. Donc c'est vraiment l'une des dernières études et analyses qui a été menée sur le site de Kerma. Alors, il était prévu de continuer à travailler sur les dispositifs artisanaux, notamment toutes les structures associées à la production de bronze, mais également à la production de faïence, parce qu'il y a une grosse production de faïence à Kerma. Et Reisner, à l'époque, avait mentionné la présence de fours de faïence qu'il n'a jamais vraiment fouillé, jamais relevé, jamais photographié. Donc on n'a pas de traces, on ne sait même pas où ils sont. Donc l'idée était de reprendre toutes les structures de combustion, enfin en tout cas une partie des structures de combustion découvertes par Charles Bonnet pendant la fouille de la ville, et de refaire des analyses très spécifiques avec les archéométallurgistes pour voir s'il s'agissait de fours de bronze liés à la production du bronze ou à la production de faïence. Malheureusement, la guerre étant arrivée, nous avons eu l'herbe un peu coupée sous le pied, mais bon, on attend de pouvoir retourner pour relancer ce projet d'étude de l'artisanat à Kerma. Voilà. Alors, comme j'ai peu de temps, je vais passer à l'autre site. Alors, je dis l'autre site parce qu'il est fouillé de manière indépendante. En revanche, on sait qu'à l'époque Kerma, il s'agissait du même établissement, c'est-à-dire que Kerma et Doekigel étaient liés. On est actuellement sur la photo que vous voyez sur le site de Doekigel qui est à 1 km au nord de Kerma, mais à l'époque de l'occupation Kerma, les deux sites étaient liés. Donc, en revanche, je vous ai dit que la ville de Kerma était abandonnée au moment où les Égyptiens envahissent le royaume de Kerma. La ville de Kerma, la Defoufa est brûlée, la ville est abandonnée, la ville est détruite et abandonnée, mais les Égyptiens vont s'installer sur le site de Doekigel. Donc, alors je vous ai mis les principaux bâtiments que l'on trouve, que l'on a découverts sur le site de Doekigel. Donc, je fais un rapide tour d'horizon. Vous avez des bâtiments de la période Kerma, donc des palais. Je reviendrai un peu en détail ensuite, des grands bâtiments circulaires ou ovales. Vous avez ici le centre religieux égyptien, les temples égyptiens. Vous avez une zone ici qui est une zone religieuse nubienne, un palais égyptien ici et une occupation méroïtique avec un palais et un temple méroïtique ici, plus les annexes associées. Voilà, en gros, je vais vous remontrer le plan. Donc le site, comme je vous l'ai dit, a été occupé, pour ce que l'on en connaît actuellement, entre le Kerma moyen, donc environ entre 2500 avant Jésus-Christ, et la fin de la période méroïtique, autour de 340 après Jésus-Christ. Une occupation continue. Le royaume de Kerma, les Égyptiens arrivent, s'installent, ne chassent pas, ou en tout cas s'installent sur les ruines de la ville. Voilà le plan d'ensemble avec les différentes phases d'occupation, enfin, quelques-unes des différentes phases d'occupation. C'est juste pour vous montrer la densité d'occupation et la densité de vestiges. Et tout cela conservé entre 10-20 cm de haut et au maximum 1,50 m de hauteur. Contrairement à la Defoufa, j'ai oublié de vous le dire, qui est conservé quand même sur 20 mètres de haut, le temple funéraire. Le temple funéraire, non pas funéraire, le temple de la ville. Le temple funéraire, il est dans la ville dans la nécropole. Alors, récemment, pendant les dernières années, nous avons effectué des sondages profonds pour avoir une petite idée de la densité d'occupation du site. Donc, dans ce sondage, que certains d'entre vous connaissent bien pour en avoir fait des relevés, nous avons mis en évidence 12 niveaux d'occupation distincts et le plus ancien, donc le plus ancien est celui-ci, le plus récent celui-ci. Donc, dans les niveaux les plus anciens, on a pu mettre en évidence
du mobilier, de la céramique daté du Kerma moyen. Donc c'est une succès. Alors vous voyez, le sondage est très très petit, hein, ça fait 11 mètres de long sur 5 mètres. C'est très petit compte tenu de ce qui a été trouvé, puisqu'on a trouvé essentiellement des vestiges d'enceintes successives et également des niveaux d'occupation en matériaux périssables, donc des négatifs de trous de poteaux qui restituent des bâtiments, des petits bâtiments de type hutte circulaire ou parfois des palissades. Voilà, je vous mets les 3 niveaux là qui sont les niveaux Kerma anciens, donc les plus anciens, qui se situent à 4 mètres sous le niveau de la surface actuelle du site. Donc on a une densité d'occupation d'au moins 4 mètres d'épaisseur sur l'ensemble de la ville. Je vous avais mis les surfaces au début. Donc la ville de Kerma fait 15 hectares, le site de Doukigel fait 7 hectares, dans les limites de la concession actuelle accordée par le service des antiquités. Donc c'était énorme. Et les derniers, donc les niveaux les plus anciens ont livré, comme vous le voyez ici, des structures circulaires. Il va falloir que vous ayez une imagination, enfin faites marcher votre imagination. Vous êtes ici, là, sur un mur d'une épaisseur de plus de 3 mètres, d'une grande tour circulaire en briques. Je vais vous en montrer tout à l'heure pour que vous ayez une meilleure idée. Et ici, il s'agit d'un bastion en pain de sucre, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure sur la photo à Kerma. Donc c'est un bastion qui, si on le restitue, fait 13 mètres de longueur, avec pas éventuellement, c'est sûr, avec probablement un agrandissement qui porte à 20 mètres ce bastion. On n'a pas le mur sur lequel s'appuyait le mur d'enceinte sur lequel s'appuyait cette fortification. Mais vous imaginez, je ne sais pas si vous connaissez les forteresses de la deuxième cataracte, parce que Kerma, disons que les Égyptiens ont installé toute une série, au Moyen Empire, toute une série de forteresses sur la deuxième cataracte pour se protéger justement des populations de Nubie et des populations Kerma en l'occurrence. Ce bastion-là, ce bastion-là rappelle notamment l'un des bastions de la fortification de la forteresse de Kor, près de Bouhen. Et ces bastions de Kor ne font pas plus de 5 mètres. Ici, on est à entre 13 et 20 mètres. Donc vous imaginez la puissance de cette fortification et la puissance de l'ensemble du système défensif de Kerma face aux velléités d'intrusion des Égyptiens. Je vous ai mis les quelques tessons ici, typiquement du Kerma moyen, que l'on a trouvé dans ces niveaux. Voilà à quoi ressemblait l'occupation et la cité de Doukigel au Kerma classique, donc à la phase suivante. Donc vous avez une ville très, très, très spécifique, Pierre vous le disait tout à l'heure. Donc à l'origine, vous avez 2 puits qui sont installés ici. On le voit sur cette photo. 2 puits au centre d'une zone rectangulaire, donc d'une ville, on va dire, d'une enceinte, entourée d'une enceinte, dans laquelle on a très peu de choses, parce que je vous rappelle que là, nous sommes sous les temples égyptiens. Donc il n'est pas possible de détruire les temples égyptiens pour pouvoir accéder aux vestiges Kerma. Donc on ne peut faire que des petites fenêtres, et c'est très difficile de se rendre compte de l'occupation sous les temples égyptiens. En revanche, on a pu mettre en évidence les bâtiments autour de cette enceinte. Donc cette enceinte, elle est percée de portes, et ces portes sont caractéristiques. Elles sont entourées de elles sont délimitées par 2 tours circulaires. Alors je vous en ai mis une ici. Vous voyez, ce sont des tours en briques pleines, des rangs de briques concentriques. Elles peuvent être pleines comme ici ou ouvertes comme ici. Bon, on le voit très mal sur l'image, mais bon.
Donc on pouvait accéder de plusieurs manières à ce noyau central par ces portes, et autour se développaient des bâtiments circulaires ou ovales qui peuvent faire jusqu'à 40 mètres. Ici, celui-ci fait 40 mètres de longueur, ou entre 20 et 30 mètres de diamètre. Donc ce sont, vous l'avez ici, restitué, protégé, valorisé, donc mis en valeur par une reconstitution du mur d'enceinte. Et ces bâtiments, ces palais, ont été interprétés comme des palais parce qu'ils sont remplis de colonnes, de bases de colonnes circulaires. Et ces bases de colonnes ne permettent pas, comme vous le voyez ici, de circuler. Donc c'était vraiment un édifice cérémoniel et non pas un bâtiment d'occupation, enfin un bâtiment destiné ayant une fonction domestique. La taille aussi fait que voilà, on interprète ça comme des monuments à caractère cérémoniel. Et les circulations se faisaient, vous voyez ici la porte, les deux tours, on entrait, alors faites abstraction de ceci car c'est une phase postérieure, ici également, on entrait et on suivait je pense qu'on le voit mieux sur le plan, des allées, ici, ici et ici. Et il était quasiment impossible de circuler à l'intérieur du bâtiment. Les colonnes sont vraiment beaucoup trop rapprochées pour pouvoir circuler. Alors, je ne vous ai pas parlé du système défensif. Donc, vous avez ici un système, vous voyez, comme celui que je vous ai montré à Kerma, avec un mur d'enceinte et des bastions. Et vous avez également tout un système fortifié un peu plus au nord, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Cette occupation Kerma, je regarde un peu l'heure, vous me faites signe si je suis hors timing. Cette occupation Kerma, au moment où les Égyptiens envahissent le royaume, ils vont vraiment s'installer sur cette ville. Ils vont écraser la ville Kerma. Donc là, je vous ai mis le plan d'occupation sous Thoutmôsis Ier, donc qui est le pharaon qui conquiert le royaume de Kerma et qui va installer à Doukigel son Ménénou. Il écrase littéralement les vestiges Kerma. Notamment, je vous ai mis un exemple ici. L'une des portes de la ville alors je vais peut-être revenir parce que je n'ai pas, voilà. Vous voyez ici, on a un système de portes sur un bâtiment circulaire. Donc à la fin, voilà. Au moment de l'installation des édifices par Thoutmôsis Ier, les édifices du Ménénou, il va donc écraser les éléments importants de la ville, notamment les tours d'entrée des bâtiments. Et vous voyez, il installe la tour de sa grande avant-porte qui mène à l'un des bâtiments officiels ici, et qui est l'une des portes qui traverse l'enceinte qui est ici. Il écrase la tour nubienne, la tour Kerma, en installant sa propre tour. Donc c'est vraiment une volonté de montrer voilà, que l'Égypte s'installe et écrase l'ensemble antérieur. La seule partie de la ville de Doukigel à l'époque Kerma qui perdure est ceci, et je n'ai plus de pointeur, voilà. Ce quartier religieux nubien avec ses petits temples circulaires, alors d'aucuns les appellent les temples fleurs. Bon, en fait, ce sont des bâtiments circulaires, comme je vous en montrerai tout à l'heure encore, avec des systèmes de murs à bastionner, avec des petits renforts, des petits contreforts. Donc, ce quartier religieux est conservé
alors que les temples égyptiens sont installés ici. Donc vous avez les 3 temples côte à côte, dédiés à l'amont de Pnoups, de Panébès, et aux amont de Nubie et de Karnak, avec une salle hypostyle avec des colonnes. Et tout cela, c'est en briques. J'ai oublié de vous le préciser. Je suis désolée, c'est tellement évident pour moi que la pierre est très très peu utilisée à Doukigel. Tout est en briques, à l'exception des décors, des encadrements de portes et des décors des temples. Sinon, c'est tout en briques. Donc les colonnes sont en briques, les maçonneries sont en briques, crues, non pas cuites, crues. La salle... Voilà. La salle hypostyle ici, l'une des portes qui traverse l'enceinte et qui mène à une zone extérieure comprenant probablement aussi des bâtiments circulaires à vocation cultuelle. Et ici, vous avez également un palais. Et une zone ici de stockage avec des silos, donc qui permettaient de stocker toutes les réserves alimentaires provenant de la région. Et ici, une zone qui n'a pas été encore fouillée et qui est un atelier de production de céramique. Alors, je vais revenir rapidement sur ce type de construction en briques et notamment ces colonnes qui sont assez impressionnantes. Donc la salle hypostyle ici. Donc vous voyez, vous retrouvez le plan, hein, le puits sud ici, le puits nord ici, il y a un autre puits également là. Les temples, ça c'est le temple méroïtique, donc faites-en abstraction. C'est difficile hein, parce qu'il y a tellement de superpositions. Les temples égyptiens sont ici. Et ici, vous avez la salle hypostyle. Donc, je vous ai mis un détail. Alors, faites abstraction également de ceci qui est un puits méroïtique et ceci qui est un petit élément méroïtique. Ça également, vous oubliez, ce n'est pas égyptien. Donc, cette salle hypostyle a 2 états. L'état de l'époque de Thoutmôsis Ier et l'état l'état suivant de l'époque de Hatshepsut et Thoutmôsis II. Donc ces colonnes, alors nous avons eu la chance, vous voyez c'est très très arasé hein, d'une manière générale, mais on a eu la chance de mettre en évidence certaines de ces colonnes qui étaient conservées sur une petite hauteur, une cinquantaine de 75 cm de haut, et qui prouvent que ces colonnes étaient bel et bien en terre, tout en briques, et qu'elles étaient fondées, vous voyez ici et voilà j'ai un trou, donc le fût de la colonne et la base de la colonne, merci beaucoup. Et ces bases de colonnes, on a pu, en faisant un sondage dans une autre zone, démontrer que ces colonnes étaient fondées sur plus d'1 mètre de profondeur. Des colonnes fondées sur plus d'1 mètre de profondeur, d'après les architectes actuels qui sont encore en capacité, comme vous le voyez ici, de construire, qui étaient, on va dire, en capacité d'édifier ce type de colonnes, nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème avec des fondations d'1 mètre, d'élever des colonnes jusqu'à 8, voire 10 mètres de haut. Donc, ce qui peut vous donner une petite idée de à quoi pouvait ressembler la salle hypostyle devant les temples de Doukigel. Alors bon, je dois aller vite parce que le temps presse, donc je passe du coup rapidement sur les niveaux égyptiens. Juste pour vous dire simplement que l'ensemble a été étudié, l'ensemble des décors a été étudié également. Et tout comme d'ailleurs les niveaux d'époque plus tardive, d'époque napato-méroïtique. Donc en orange, vous avez les niveaux napatéens et en jaune, les niveaux méroïtiques ici. Donc le site se caractérise principalement par le temple qui est ici. Vous l'avez ici, hein, le temple méroïtique. Par les 2 puits qui continuent à être utilisés. Hein. Les puits seront utilisés de l'époque Kerma jusqu'à la fin de l'occupation. Les annexes, les dépendances dans lesquelles étaient préparés les pains d'offrande, tout ce qui était nécessaire au culte, en fait. Un palais, un autre palais ici avec une voie
que vous avez ici, processionnelle, mais cette voie, elle a été édifiée à l'époque égyptienne. Et une série d'édifices ici sur lesquels je vais revenir parce que les dernières campagnes de fouilles ont vraiment concerné cette zone. Pour ce qui est du temple méroïtique, je vais juste faire un petit focus sur son décor parce qu'il a pu être étudié et c'est assez intéressant de retrouver ce type de décor. Voilà, donc nous avons retrouvé au pied du pylône des éléments de décor, des enduits modelés et peints qui, après, alors on en a retrouvé près de 300 fragments, mais de petites dimensions pour la plupart, à l'exception de cette partie-là de jambe qui fait 50 cm, donc ça vous donne une cinquantaine de centimètres, ça vous donne une idée de l'échelle. Vous avez par exemple cette patte de lion, ce fragment de bracelet, cette tête de cobra. Et nous avons pu proposer une restitution de la façade du pylône, donc qui devait représenter, à l'époque méroïtique classique, quelque chose comme cela, c'est-à-dire le roi, en l'occurrence, et voilà, j'ai un trou. Faiza va m'aider, peut-être. Amanitoré, ici la Candace, et Natakamani, j'y suis. Excusez-moi. Le fond que j'ai utilisé ici est en fait le décor du temple de Naga, du temple du lion à Naga, et il est fort probable que le temple de Dukigel avait ce même type de décor en façade. Voilà, donc c'est assez intéressant à partir de quelques fragments retrouvés vraiment en piteux état au pied du temple de pouvoir proposer, alors on va dire proposer une restitution. Vous allez me dire, ça va un peu loin, mais ça fonctionne pas mal quand même, je vous le promets. Alors, pour cette période, un élément important qui a été découvert sur le site de Dukigel en 2003, c'est cette cachette qui a été découverte ici dans l'une des fosses. Donc, ce sont les fragments de 7 statues de ces fameux rois que l'on a appelés pharaons noirs, donc les derniers rois de la 25e dynastie, et plusieurs rois de la royauté napatéenne. Donc vous avez 7 statues qui représentent 5 pharaons. Donc Taharqa, Aspelta, Anlamani, Tanutamon et Sankamanisken. Donc elles ont été trouvées dans cet état-là, déposées, cachées dans cette fosse. Et grâce au travail des équipes de la mission à l'époque, ont pu être reconstituées. Comme vous le voyez ici, elles sont maintenant exposées au musée de Kerma. Elles sont restées sur place et c'est une grande fierté pour la population de Kerma de pouvoir côtoyer chaque jour ces pharaons. Voilà, ce sont vraiment de très très belles statues. Alors, les derniers travaux qui ont été conduits ont été réalisés dans la partie nord du site, ici, à la suite de prospections géophysiques, géomagnétiques qui ont été réalisées par l'équipe polonaise le Polish Center, Tomasz Herbich et Robert Rindziewicz. Je suis désolée, mon polonais n'est pas très fluent. Donc ils ont mené ces prospections et ont pu mettre en évidence, donc ils ont conduit ici au sud de Dukigel. Donc cette zone n'a jamais été touchée et nous n'avons pas eu l'occasion de commencer à y travailler. Donc work in progress, on verra par la suite. En revanche, on a pu travailler sur cette zone ici où ont été, je vous ai mis un détail, où ont été mis en évidence des anomalies circulaires. Donc certaines ici, vous voyez des petits cercles très denses qui, après avoir été... alors, vous voyez cette zone ici,
en fait, est maintenant sous les champs. Donc elle a été détruite par la mise en culture à l'époque, par le locataire, on va dire, qui mettait en culture la zone. Il n'a pas compris que la zone avait été protégée, donc tout a été détruit. Mais c'est pas grave, on a échangé cette parcelle-là, enfin c'est pas grave, si c'est grave, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc cette parcelle-là a été échangée pour une autre à proximité. En revanche, voilà, ces anomalies-là, certaines ont pu être repérées, notamment au sud du sondage que je vous ai montré tout à l'heure. Et il s'agit en fait de ces fameuses tours circulaires pleines de briques ou de terre. Et nous avons pu également fouiller ces deux aménagements ici. Voilà, en fait, il y en a trois, mais deux qui se repèrent très très facilement sur la carte géophysique et qui sont ces éléments, enfin cette structure ici et celle-ci ici, vue du drone. Hop. Donc la fouille de 2022 a permis de... Enfin, on était en cours et on s'est arrêté évidemment à cause de la guerre, mais on a pu mettre en évidence en fait que la structure circulaire était en fait un mur en briques de 3 mètres d'épaisseur, de plus de 3 mètres d'épaisseur, disposant de ces fameux petits contreforts accolés semi-circulaires. Et la fouille à l'intérieur de la structure a permis de se rendre compte en fait qu'il s'agissait ici d'un puits probablement installé dans un bâtiment plus ancien. Vous voyez, l'intérieur est complètement rempli de sable éolien. Dans ce sable éolien, on avait évidemment des niveaux d'accumulation et jusqu'à 4,50 mètres de profondeur, on a découvert des fragments de briques cuites, très probablement méroïtiques, ainsi qu'une demi-colonnette en briques cuites qui est caractéristique de l'époque méroïtique. Donc c'est un puits, on va dire tardif, installé dans une structure plus ancienne. Parce que clairement, sur les bords du puits, on a des restes de cet édifice plus ancien en briques crues. Une fois l'accumulation de sable après l'abandon du puits, quand le sable s'est accumulé et a rempli complètement la structure, sont installés également à la période méroïtique des bâtiments en bois de forme ovale. Il y a 2 états, vous voyez l'état bleu et l'état noir. L'état noir a brûlé, le bleu n'a pas brûlé, celui-ci a brûlé. Donc des bâtiments en bois s'installent dans cet ancien puits qui était un ancien bâtiment plus ancien. J'espère que je suis claire. Pas sûre quand je vois certains de vos visages, mais vous pourrez me poser des questions après, il n'y a pas de problème. Et donc cet état d'occupation, on va appeler ça une occupation, est suivi d'une autre installation également en poteaux de bois et briques. Et voilà, je vous ai mis le dessin pour que ce soit plus clair. Donc vous avez le bâtiment, le mur extérieur en briques, ici l'entrée, et à l'intérieur des aménagements, donc à la périphérie des trous de poteaux qui marquent les parois en bois de la structure, et à l'intérieur des supports, enfin des supports de structures en bois, de plancher, des colonnes qui ont été interprétées par Charles Bonnet, qui l'a fouillé à ce moment-là, comme un bâtiment cultuel, donc qui se réinstalle à l'emplacement du puits, sur un bâtiment plus ancien, dont la fonction reste à déterminer, mais qui pourrait être également liée à un culte. Voilà, là, dans les interprétations, je vais rester très... En revanche, ce que je peux vous montrer, c'est cet édifice qui a été trouvé récemment, donc en 2018-2019, sur le site de Dangale, qui est accolé aux téménos du temple de Dangale.
et qui est un bâtiment circulaire qui a exactement le même diamètre, 20 mètres, et qui était complètement recouvert par une coupole. Alors nous avions interprété, compte tenu de la présence de ces éléments en bois, nous avions interprété la couverture comme pouvant être en matériaux périssables, très certainement. Mais l'édifice découvert à Dangale, vous voyez la coupole, hein, ici la vue zénitale, c'est la coupole. Il est tout à fait possible que le bâtiment plus ancien qui est ici ait ressemblé à celui-ci. Mais on n'a pas les traces de la coupole. C'est une suggestion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les bâtiments en bois que je vous ai montrés, les 3 états de bâtiments en bois, on est à la période tardive méroïtique. Ce bâtiment est méroïtique. À la fouille du puits, les tessons qui ont été découverts dans les briques à l'intérieur de la structure sont des tessons Kerma. Voilà, je vous laisse, je n'irai pas plus loin. Il est tout à fait possible que cette structure en briques soit d'époque Kerma, réutilisée, et ensuite qu'un puits se soit installé à l'intérieur. Et une fois le puits comblé, de nouveau une installation de bâtiments en matériaux périssables, en matériaux légers en surface. Alors malheureusement, on n'a pas la coupole magnifique de Dangale, mais bon, Arsène Mindalèche, on fait avec ce qu'on a. Et la deuxième anomalie, énorme anomalie découverte, mise en évidence par la prospection géophysique de Thomas Scherbich, c'est cet édifice-là, qui est également un édifice circulaire de 20 mètres de diamètre, avec un mur imposant en extérieur et des tours ici. Donc je vous ai mis les photos. Alors elles sont extrêmement arasées, mais 2 tours d'entrée qui délimitent un passage. Et bon, ça nous rappelle quand même furieusement ce que je vous ai montré précédemment. Je pense que je vous ai remis même une image, voilà. Donc, ouais, vous voyez les tours, hein, on est exactement dans cette configuration, même si là, on est sur des structures très arasées en pente, qui faussent un peu la structure d'origine de l'édifice. Alors, c'était notre dernière campagne. Nous ne sommes pas retournés, nous n'avons pas pu continuer à travailler dans cette structure, mais bon, on attend, comme je vous le dis, de retour au Soudan pour pouvoir continuer. Et à l'occasion de cette dernière campagne, je vous montre rapidement les travaux qui ont été conduits par l'équipe, l'équipe surtout par Ninon Blond, qui est une géoarchéologue, géomorphologue, et par l'équipe de Nice Earth. Donc grâce à un financement de l'ANR française, nous avons pu participer à ce projet d'études et de conservation des architectures de terre dans la vallée du Nil, Égypte et Soudan. Le site de Doukigel et de Kerma était un des sites phares, un des sites sur lesquels l'équipe est intervenue. Ninon, donc géoarchéologue, a pu faire des sondages à la terrière dans différents points du site de Kerma et de Doukigel. Et nous avons également profité d'un pillage qui avait été fait l'année précédente, qui nous a mené à plus de 4,50 mètres de profondeur. Donc on en revient aux 4 mètres, 4,50 mètres dont je vous parlais tout à l'heure dans le sondage. Et au fond de ce sondage, on a trouvé un tesson du Kerma ancien. Alors, un tesson ne fait pas le site, hein, je suis d'accord avec vous. Mais rappelez-vous de la puissance et de la stratigraphie de ce site, et on est quasiment sûr que sur l'ensemble du site, on a des vestiges sur 4 mètres d'épaisseur. Donc, des générations et des générations d'archéologues à venir, hein, et je laisserai volontiers la place. Voilà, donc l'étude géomorphologique. Une première étude avait été menée en 1997 par une équipe d'Italiens de l'université de Pise, Bruno Marcolongo et Nicolas Surian, qui avaient mis en évidence, grâce à des prospections dans la région, et dans la région de Guismarba, Kadrouka également, des déplacements du cours du Nil au fil du temps. Et là, je vous ai restitué les cours, les paléochenaux du Nil à l'époque Kerma.
Et la prospection de Thomas Scherbich avait également permis de mettre en évidence des éléments probablement liés à ces cours anciens du Nil, que l'on peut certainement retrouver ici par cette structure que Ninon a analysée mais qu'elle n'a pas encore bien comprise. Donc ça, c'est aussi work in progress, qui pourrait être un aménagement en briques d'une berge d'un de ces chenaux paléo-chenals du Nil, paléo-cours du Nil. Alors pour terminer rapidement, je vous montre un peu aussi ce qui avait été fait ces années-là, les projets qui étaient prévus pour les sites de Kerma d'Ukigel. Alors vous avez vu, cette architecture de terre est extrêmement fragile, il pleut de plus en plus au Soudan et les vestiges sont vraiment soumis à de fortes contraintes liées à la météo et aux pluies. Donc une collègue, grâce à ce programme Nice Earth, Shamsia Sadozai, a fait une analyse des risques sur les deux sites, ici d'Ukigel et ici Kerma, pour pouvoir mettre en place pour les années suivantes des processus de protection, de valorisation, de restauration des édifices, et notamment de la Defoufa, qui est vraiment un monument, je vous ai dit, il fait 20 mètres de haut. La population, lors des fêtes, monte sur la Defoufa, arrache les briques, jette les briques, les enfants courent partout, c'est même très dangereux. Donc voilà, l'idée était vraiment de trouver le moyen de valoriser au mieux et de protéger au mieux ce patrimoine pour que tout le monde soit en sécurité et pour que le bâtiment puisse tenir jusqu'aux générations futures. Eh bien, nous avons mis en place des procédés de restauration, nous avons formé les ouvriers sur place pour qu'ils puissent mettre en place ces techniques, donc différentes techniques de restauration, comme elles sont appliquées notamment par l'association Cratère, qui travaille beaucoup sur les architectures de terre. Donc, je vous ai mis quelques exemples avant-après, les annexes Napato-Méroïti qui menaçaient de s'effondrer. Donc un mur de soutènement a pu être construit ici. Là, c'est le puits sud de d'Ukigel également qui commençait à s'effondrer, donc il a été restauré. Les accès à ce puits, alors je ne suis pas entrée dans les détails tout à l'heure, mais c'est assez complexe, mais il y a des accès souterrains qui permettent d'accéder à la base du puits dès l'époque égyptienne. Donc nous avons mis en place des systèmes de renforcement pour éviter que l'architecture et que la terre, que les structures ne s'effondrent. Donc c'était en cours, et voilà, les très très importantes intempéries qui ont eu lieu en 2024 font que la situation est vraiment très compliquée. Donc beaucoup d'eau s'est accumulée. Alors vous voyez ici, c'est le pied de la Defoufa. Beaucoup d'eau s'accumule sur le site, en fait, du site de Kerma, ronge les vestiges. Alors là, en l'occurrence, ce sont des restaurations. Donc les vestiges sont en dessous, donc sont relativement protégés. C'était aussi l'objectif de ces restaurations que Charles Bonnet avait mis en place il y a vraiment déjà très longtemps pour protéger les vestiges archéologiques des visiteurs et aussi des intempéries. Mais malheureusement, voilà, il y a eu énormément d'effondrements. Là, ce sont les murs d'enceinte des sites, donc qui empêchent l'accès aux deux sites principaux, celui de Kerma et celui de Ukigel. Là, c'est la porte d'entrée de Kerma. Voilà, beaucoup de destruction, et nous ne sommes plus présents sur le terrain. Donc là, c'est l'une des actions que nous menons depuis ici, c'est-à-dire que nous soutenons financièrement nos collègues qui sont restés sur place à Kerma pour pouvoir mettre en place les restaurations, reconstruire les murs pour boucher simplement les accès au site, parce qu'un accès au site, ça veut dire les ânes qui entrent, les gens qui vont s'installer, ça devient vraiment très compliqué. Donc ces réparations ont été effectuées, alhamdoulilah. Maintenant, les sites sont de nouveau protégés, mais on est vraiment confronté à ce problème d'intempéries, et chaque année, je pense que ça va continuer, et je pense qu'il va y avoir une grosse réflexion à avoir sur la protection de ces sites en terre,
à l'avenir. Et il va falloir, je pense, lancer des projets et faire des demandes de financement très importantes pour pouvoir réussir à mettre en place ces projets que nous avions commencé à lancer et qui ont été, voilà, qui sont arrêtés depuis le début, depuis avril 2023. Voilà, là c'est la tombe du dernier roi de Kerma, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure, cette tombe qui est dans la ville récente de Kerma, qui est une tombe de 20 mètres de diamètre. Là c'est la situation après la fouille, donc dans les années, fin des années 70. Et là c'est en 2024, donc les pluies, l'eau s'est accumulée, c'est devenu une espèce d'énorme, une énorme piscine, hein, donc c'est dramatique, hein, autant le dire. Malheureusement, là, on ne peut pas faire grand-chose parce que pomper l'eau, ça voudrait dire, on y a pensé, hein, pomper l'eau pour sauver la structure, mais pomper l'eau, ça veut dire rejeter l'eau dans la cour des gens derrière, et ça, c'est pas envisageable. Malheureusement, c'est aussi un problème sanitaire, c'est-à-dire que de l'eau stagnante comme ça, vous avez les moustiques qui se développent, la malaria qui revient. Bon. Ça, c'est vraiment un gros souci pour nous, notamment dans ce contexte actuel où les populations déplacées sont venues dans la zone nord, donc dans la région de Kerma, parce que c'est une région plus stable et ils sont moins en danger dans cette région que dans la région de Khartoum ou du Kordofan, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la guerre, mais il y a beaucoup de populations dans cette zone et voilà, les intempéries nous posent vraiment de gros soucis. Et voilà, pour terminer, je vais juste faire un tout petit focus rapide sur les actions qui sont menées en période actuelle de guerre et donc d'inaccessibilité du terrain. Donc, nous continuons évidemment à travailler sur Kerma, notamment avec l'archivage et des études pour Kerma-Doukigel, mais également pour le site de Tabo. Le site de Tabo, c'est un site dont les archives sont conservées à l'Université de Genève, hein, tout comme d'ailleurs ces éléments que vous voyez ici, de céramique notamment, conservés à l'Université de Genève. Donc, je vous rappelle que nous sommes une mission suisse franco-soudanaise, donc on a une grosse équipe à Genève qui travaille. Également à l'archivage des données de la documentation photographique, ici c'est Tabo. Nous avons un projet, grâce au financement de la Fondation Alif, de la création d'un catalogue pour les objets du musée de Kerma. Le musée de Kerma est installé sur le site, vous en avez une photo ici, et contient une très belle collection des objets découverts sur les sites de Kerma et de Doukigel, et également de Tabo. Donc, grâce à ce financement, nous allons pouvoir créer ce catalogue qui sera trilingue, français, anglais et arabe. Je vous ai mis un petit focus aussi sur les actions de la CEFDAS, le musée virtuel du musée national de Khartoum. Donc, c'est un projet destiné à mettre en avant les collections du musée de Khartoum qui malheureusement ont été pillées l'année dernière, mais dans lesquelles vous avez une belle collection provenant des sites de Kerma. Et donc on va créer une sorte de vitrine virtuelle pour Kerma. Le projet de monitoring, c'est-à-dire de surveillance des sites, donc IMAP, Innovative Monitoring for Archaeological Heritage Protection. Donc c'est la création d'un SIGE, d'un web SIGE pour faire un suivi des sites, et le site de Kerma va être un peu un site pilote parce qu'on a toutes les données et que notre collègue Sébastien Poudrou, topographe et archéologue, est venu travailler sur les sites de Kerma et de Doukigel les dernières années avec notre collègue Feu Samani. Et nous allons pouvoir donc essayer de créer cette plateforme interactive destinée au final au service des antiquités du Soudan. Une fois qu'il sera créé, bien en place, nous allons le donner au service des antiquités pour qu'il puisse continuer à suivre, à réaliser un suivi des sites, notamment pour prévoir les pillages. Il va y avoir un module de télédétection grâce à des collègues de l'université d'Aix-Marseille. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, de ce projet. C'est un gros projet qui est financé en partie par la Fondation Alif également et par le ministère des Affaires étrangères.
et soutenu par l'IFAO également, qui nous héberge sur son serveur. Et mille merci pour cela. Et enfin, nous avons également un projet de centre de préparation de crise pour les collections des musées, parce que le musée de Kerma, comme vous le voyez ici, est vraiment, encore protégé en cette période de guerre. On n'est pas dans une zone de conflit actif. Donc, le service des antiquités du Soudan, donc la National Corporation for Antiquities and Museums, a demandé à ce qu'un projet de centre de formation soit créé dans ce musée de Kerma pour pouvoir former leurs collègues à la protection des collections et à la gestion, par exemple, des déplacements de collections d'un musée à l'autre. Donc le site de Kerma va devenir un site pilote pour la formation et la valorisation des collections en danger. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie beaucoup. Je voulais remercier tous nos soutiens. Et puis n'oubliez pas, gardez toujours un œil sur le Soudan. C'est très important parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Séverine pour cette belle présentation, très bien illustrée, avec des vues aériennes qui font envie, je pense, aux archéologues qui travaillent sur les sites égyptiens dans la salle. Donc on va passer aux questions. Vous pouvez aussi poser vos questions en anglais. S'il y a des questions dans la salle. Non ? Merci Séverine pour cette belle présentation. Vraiment ces vestiges, c'est vrai qu'ils sont très beaux. Ça me faisait penser à des bijoux, c'est vraiment extraordinaire ça. Il y a vraiment quelque chose de... Surtout avec les vues aériennes. Oui, c'est très beau. Moi juste, je me demandais sur Reiner, là, donc le premier. Reisner, pardon. Il a réussi en 3 ans à faire émerger... parce que c'est ça les dates. Alors, surtout, il a fouillé pas toutes les tombes de la nécropole, mais une grande partie des tombes. Donc, en fait, il avait plusieurs équipes. Il travaillait parallèlement sur la nécropole et sur la ville de Kerma. Et il avait des archéologues qui travaillaient surtout... son principal point d'action, c'était la nécropole. Il a dégagé les grandes tombes royales du Kerma classique, dans lesquelles il y avait 150 morts d'accompagnement avec le défunt principal, enfin des structures incroyables. C'est vrai que je ne vous les ai pas montrées, j'aurais pu, mais j'avais... Enfin voilà, en moins d'une heure, ça fait beaucoup de choses. Et oui, il a été très très rapide. Et après voilà. En revanche, il a récolté il a récupéré énormément d'objets. Il y a un matériel Kerma incroyable qui est notamment conservé au Museum of Fine Arts de Boston. Une énorme collection, encore en cours d'étude. Il y a d'ailleurs beaucoup de collègues, d'étudiants qui travaillent sur ces collections. Donc les collections Kerma sont conservées à Boston, à Genève, étaient conservées au musée de Khartoum, elles ont probablement été pillées également, et au musée de Kerma. Il y a quelques objets au musée de Bruxelles, un peu répartis, mais la plupart des objets viennent des fouilles de Reisner et des fouilles de Charles Bonnet. D'accord. Je te remercie. Je t'en prie. Tu nous as parlé de la décoration des temples qui avait été étudiée. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, l'étude a été réalisée par Dominique Valbel. Elle a fait un énorme puzzle parce que, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les éléments ont été mis au jour, éparpillés dans les zones des temples. Après, comme ça, en fait, ça consiste. Oui. C'était quoi ? Quel type de décor donc des encadrements de portes, principalement. C'était principalement des C'était ça ma question, en fait. Je me suis mal exprimée. Voilà. C'était en quoi ça consistait. Ouais. Oui. D'accord. Donc, essentiellement les entrées, les passages. Il y a très peu de pierres, en fait, à Doukigel. Donc c'est très, 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 très limité. Mais le travail a été... c'était un gros travail qui a été fait parce que les fragments étaient vraiment... Alors, il y avait des blocs inscrits importants aussi, hein, mais surtout des petits fragments qui ont été mis
Un gros puzzle. Ok, merci. Je t'en prie. Une autre question? Another question in English, perhaps? No? Ah. Merci beaucoup. J'ai juste une question, j'espère pas trop bête, sur les différences de fours. Vous avez parlé tout à l'heure de ce projet potentiel de retrouver des fours qui seraient aussi des fours de faïence et pas des fours de production d'alliage cuivreux. Oui. Est-ce que c'est potentiellement que des différences techniques sur la constitution du four ou est-ce que ça peut aussi être des débris d'atelier, enfin des déchets d'atelier? Alors oui, il y a... Alors, la faïence, chose qui... Enfin, c'est un sujet très intéressant à Kerma. J'ai pas eu le temps de le faire, mais pendant la campagne de la fouille du four de Bronzier, l'équipe d'archéométallurgistes a également jeté un œil à 3 fours circulaires qui avaient été interprétés à l'époque de la fouille comme des fours de Bronzier. Et qui en fait alors ce n'est pas encore publié, mais à venir, mais en fait il s'agit de fours de faïence. Alors qui ont pu être réutilisés par la suite comme fours de Bronzier, mais à l'origine des fours de faïence avec un système très très spécifique d'alimentation en air. On a à Kerma et à Doukigel, et ça j'ai aussi oublié de le dire, mais dans les quartiers d'habitation de la ville, notamment de Kerma, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des zones d'ateliers, donc des ateliers de production de potiers, ateliers aussi de fabrication d'objets, petits objets, donc on a des matériaux bruts comme de l'ivoire d'hippopotame, des améthystes bruts, etc., qui étaient destinés à produire les objets notamment destinés aux inhumations. Et pour ce qui est de la faïence, on a également sur le site de Doukigel, et ça c'est un des résultats, non pas de la dernière campagne de fouille, mais de la précédente, on a aussi trouvé une zone qui a été installée sur l'enceinte Kerma, d'époque napatéenne, donc bien plus tardive, mais qui était certainement une zone de production et de faïence et de céramique. Et dans cette zone, on a trouvé notamment des moules pour la production d'amulettes, etc., etc. Donc on a à la fois les dispositifs de cuisson, mais on a aussi des éléments qui peuvent nous amener à étudier vraiment la production, l'ensemble de la production faïence et bronze aussi, en l'occurrence faïence. C'est très intéressant, voilà, là c'est la même chose, on attend de retourner pour pouvoir vraiment approfondir le sujet. C'était voilà, avec la CEFDAS, c'était un projet. Mais voilà. Mais le four de faïence c'est intéressant et j'espère qu'on va pouvoir le publier parce que vraiment c'est extrêmement intéressant. Le travail des archéomètres là et l'étude de la colorimétrie des dispositifs de cuisson a apporté vraiment énormément sur la compréhension de ces fours circulaires qui sont toujours interprétés soit comme des fours de cuisson alimentaire, soit comme des fours de bronzier. Donc sur cette perspective, on va finir cette séance et on vous remercie tous et il ne nous reste qu'à souhaiter un retour rapide de la paix au Soudan et vous sur le terrain. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Shukran jazila.